Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Monsieur le président de l'Université de Corse, Monsieur le maire de Bastia, Messieurs les administrateurs du Collège de France, Monsieur le président de la Société Dante Alighieri de Paris, Monsieur le directeur de la Maison d'Italie, mes chers collègues, amis de Dante et de la Corse, cher Marc Fumaroli, chère Françoise Graziani, Mesdames, Messieurs, le Collège de France a fêté une première fois les 750 ans de la naissance de Dante au mois de mai, grâce à un colloque consacré à l'avéroïsme et la pensée de Dante, organisé par mon collègue et ami Alain de Libera. Nous célébrons ce soir non pas l'interprétation du texte, mais le texte même de la Divine Comédie. Au sommet du paradis, Dante se laisse abandonner par Béatrice et met en scène un dernier précepteur de l'Éternel, Saint Bernard, l'homme qui avait le plus chanté les louanges de la Vierge, afin que son intercession puisse permettre aux pèlerins Dante de contempler le mystère de la Trinité. C'est ce qui arrivera dans les derniers vers de la Divine Comédie. Non seulement un autre guide lui est nécessaire, mais aussi une autre voie, plus digne, et qui mieux harmonise avec la perfection du ciel le plus haut. C'est pourquoi la prière à la Vierge qui inaugure ce chant, dont vous avez le texte, peut et doit être chantée quand on peut bénéficier de l'harmonie de voix qui s'intègre à l'harmonie des sphères célestes. C'est bien le cas du groupe polyphonique corse Aricucata que nous avons le privilège d'écouter ce soir. C'est Dante même qui nous encourage à nous mettre dans cette disposition d'esprit lorsqu'il décrit l'apparition de Béatrice au sommet du Purgatoire, chant 31, dans ces termes: là dove, armonizzando il celta d'ombra, quando nell'aere aperto ti solvesti. Je cite la traduction de Lamennais, très précise: qui ne paraîtrait impuissant d'esprit s'il tentait de te peindre, et là il se réfère à Béatrice, tel que tu apparus là où le ciel t'enveloppe d'harmonie et de fleurs, lorsqu'au grand jour tu te découvris. Laissons-nous nous envelopper d'harmonie par la parole de Dante et par la voix des peuples. Chers amis, François Berlinghi et son groupe Aricucata qui chanteront le chant 33 du paradis, prière de couper les portables. Sei colei che l'umana natura, nobili d'astisi che il suo fattore non disdegnò di varci sua fattura.
religioso intra mortali. Se di speranza lontana donna sei tanto grande e tanto vali che qualvolta grazia e a te non ricorre sua dizienza la tua benignità non por soccorre a chi domanda ma molte piade liberamente al dimandar pregore in te misericordia in te piedade ante magnificenza in te saduna quantum in creatura e di bontade or questi che dall'infima laguna e l'universo infine che ha veduto le vite spirituali supplica te per grazia di virtù tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute e io che mai per mio veder non arsi più che fu per lo suo tutti i miei preghi ti porge piego che non si non scarsi perché tu ogni nubeli disleghi di sua mortalità con prieghi tuoi sì che il sommo piacere
ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoi che conservi sai, dopo tanto vedere li affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi Beatrice con quanti beati e li miei piedi ti chiudono le mani. Nous avons écouté cette magnifique interprétation de la prière à la Vierge, prière plurielle. On pourrait du reste voir comment l'interprétation a mis l'accent sur des pauses que le texte philologique n'a pas et qui ont mieux fait comprendre la structure du texte même. Dans le petit intervalle où les interprètes prendront leur repos, je prie Jacques Glowinski, administrateur honoraire du Collège de France, et je remercie également Pierre Corvol. Il est rare d'avoir deux administrateurs dans la même salle et je suis très reconnaissant aux deux de prendre la parole pour donner la bienvenue à tous ces amis qui se sont réunis ce soir pour Dante et pour nos traditions. Merci Jacques. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le recteur, monsieur le président de l'Université de Corté, monsieur le maire de Bastia, monsieur le président de la Société Dante Alighieri, écoutez, pour moi, c'est un privilège de vous accueillir ici au Collège de France. Je n'avais plus l'habitude de le faire puisque je ne suis plus administrateur depuis 2006, mais vous savez que cette maison est une maison qui allie les traditions et la modernité. Les traditions, puisque nous existons depuis des siècles et que nous avons un certain nombre d'habitudes, mais ces habitudes sont liées à la modernité d'une certaine façon, puisque nous renouvelons continuellement nos enseignements et naturellement la recherche. Et la maison, l'une de ses caractéristiques, c'est d'innover. Et grâce à Carlo Sola, aujourd'hui, nous innovons une nouvelle fois, puisque nous avons le plaisir et la chance de vous accueillir ici dans cette maison. Et c'est une innovation nouvelle d'accueillir ici des représentants de la Corse, tous ces représentants, et ce groupe polyphonique qui nous rappelle des souvenirs, d'autant plus pour moi qui ai passé de nombreuses années les étés en Corse. Je vous remercie encore d'être venu ici, d'être parmi nous aujourd'hui. Cher Jacques, un grand merci. Je me permets de demander à l'ambassadeur d'Italie, M. Giandomenico Magliano, de prendre la parole et je le remercie. Je sais que vous avez une journée très chargée. Néanmoins, vous êtes pour Dante et pour nous tous ici présents. Cher professeur Ossola, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Messieurs les administrateurs, Monsieur le maire de Bastia, je suis très heureux d'être ici ce soir au Collège de France et prendre la parole
plusieurs titres. À titre, bien sûr, d'ambassadeur d'Italie en France et pour cet anniversaire, 750 ans de la naissance de Dante. Quel bonheur d'être ici pour renouveler notre passion pour peut-être la plus grande personnalité de la littérature, de la poésie, de la philosophie et des humanités du millénaire passé. Je ne veux pas abuser pour ce premier titre que je donne. Ce n'est pas parce que mon ami Michele Canonica, président d'Dante Alighieri est ici, mais je le pense, et je pense par la raison même d'être ici. On a un grand ensemble polyphonique à Cuccata, qui est non seulement un paradigme d'amitié, la Corse, la France, l'Italie, la chanson, mais un peu aussi le symbole de la grandeur de Dante. La lecture de Dante, c'est à méditer, à savourer, parce qu'il y a de la profondeur philosophique, il y a de la profondeur historique, il y a de la profondeur des différentes cultures, mais il y a aussi de la poésie, peut-être le sommet de la poésie. Et donc, il faut lire à haute voix, il faut avoir la sonorité en italien, la perfection des rimes, en décasyllabes. Et si c'est chanté, comme Carlos vient de le dire, et il y a aussi, et l'administrateur venait de le dire, il y a aussi des pauses, et donc il y a aussi de l'interprétation. Et donc on peut voir aussi Dante sur scène, une scène polyphonique. Et enfin, en fait, Dante nous amène à réfléchir quel est le sens de la vie, où allons-nous, quel est le sens de la perfection. Arrivé au paradis, là on est vraiment sur la quête de la perfection, la difficulté d'y arriver et la difficulté aussi de raconter. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a beaucoup de défis et la perfection morale peut être l'enseignement politique, entre guillemets, que Dante nous suggère. Et il faut savoir aussi que Dante avait une vision qu'aujourd'hui on peut actualiser sur ce qu'un État, ce que l'Europe, ce qu'un système politique. Et donc voilà plusieurs titres pour lesquels les célébrations de cette année nous amènent non seulement à dire merci Dante Alighieri pour nous avoir transmis cette œuvre incroyable, la Divina Commedia, et surtout l'ensemble de ces œuvres qu'il ne faut pas oublier, mais aussi voir que l'actualité arrive aussi sur des chemins nouveaux peut-être pour certains d'entre nous, comme la sonorité, la polyphonie, la chanson. Donc je pense que l'exemple, la pensée, la parole, l'œuvre, le génie de Dante, c'est vraiment nous éclairer dans le nouveau millénaire en pensant au millénaire passé, au tout début de notre nation, l'Italie, qui est encore un grand phare de civilisation. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir rappelé ce concept de perfection éthique. Il est vrai que Balzac l'avait compris en posant son récit Les Proscrits comme premier de la série des contes philosophiques. Les Proscrits, c'est Dante à Paris avec Siget de Brabant à la Sorbonne. C'était le commencement d'un perfectionnement éthique qui aurait eu la suite avec Dominique Lambert, etc., en arrivant jusqu'à Swedenborg. Et il est juste de célébrer ces 750 ans ici même, à Paris, puisque nous sommes réunis par la tradition française de la lecture de Dante, une tradition très engagée. Il suffirait penser pour le XIXe siècle, mais on l'a évoqué au colloque du mois de mai. En effet, non seulement Balzac, mais Lamennais, et jusqu'à Gourmont, toute une tradition d'interprètes de Dante, Ozanam, enfin un parterre exceptionnel de penseurs et d'interprètes de la société. Et je crois que Dante nous a vraiment appris beaucoup sur ce point. Je me permets de donner maintenant la parole et de remercier très vivement
Paul-Marie Romani, président de l'Université de Corse, qui a voulu venir pour témoigner de l'engagement de cette université et de cette communauté dans, je dirais, vous me permettez, le culte de Dante. Voilà. Messieurs les administrateurs du Collège de France, Monsieur l'ambassadeur d'Italie en France, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les professeurs du Collège de France, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est évidemment un très grand honneur qui est fait à l'Université de Corse Pasquale Paoli et à la Corse, ici représentée par Monsieur le maire de Bastia, honneur fait par le Collège de France, une des plus anciennes et prestigieuses institutions du savoir, je devrais dire des savoirs de notre pays. C'est un grand honneur donc de nous accueillir aujourd'hui. Au nom de la communauté universitaire de Corte, je tiens à vous en remercier de tout cœur. Cette manifestation culturelle organisée dans le cadre de la célébration du 750e anniversaire de la naissance du grand poète italien Dante, à l'initiative du professeur Carlo Ossola du Collège de France et de la professeure Françoise Graziani de l'Université de Corse. Cette manifestation nous a permis, il y a quelques instants, et nous permettra encore tout à l'heure d'écouter, et j'en suis sûr d'apprécier, une traduction originale d'un extrait du Paradis de Dante, interprété par la très talentueuse formation de chant polyphonique corse Aricat. Cette manifestation s'inscrit dans cette volonté de notre université et au-delà de notre île de retisser et d'enrichir à sa façon les liens transfrontaliers, interculturels entre recherche et création, mais aussi entre passé et présent. Paul Valéry soutenait que la Méditerranée, en tant qu'espace de pensée pluriel, ouverte sur tous les possibles, dynamique, avait depuis toujours une fonction civilisatrice qui devait être préservée. L'Université de Corse, son unité mixte de recherche CNRS dédiée aux sciences humaines et sociales, l'UMR LISA, et la Fondation universitaire de Corse ont donc décidé, en 2013, de réactiver la chaire Paul Valéry, Esprit méditerranéen, afin de contribuer à la préservation de cet héritage humaniste et de promouvoir un lieu voué à stimuler de nouveaux échanges d'idées, de langues, de traditions et de savoirs. Cette chaire a donc vocation à accueillir d'éminents intellectuels méditerranéens, mais pas seulement, et ce fut le professeur Carlo Ossola qui, le premier, accepta de nous faire partager son immense culture. Je tiens à nouveau à l'en remercier, comme je le remercie d'avoir, avec donc Françoise Graziani, organisé la manifestation d'aujourd'hui. Je tenais, pour conclure ce bref propos, remercier évidemment tous les soutiens qui ont permis à cette manifestation d'exister aujourd'hui. Et je citerai bien sûr, en tout premier lieu, l'ambassade d'Italie en France, mais aussi la Fondation Hugo du Collège de France et sa présidente, que j'ai rencontrée il y a un instant, l'Institut culturel italien de Paris, la Maison de l'Italie à Paris et la Société Dante Alighieri de Corse et de Paris. Je vous remercie. Monsieur le Président a évoqué, entre autres, le rôle des deux sociétés Dante Alighieri qui sont ici présentes, la Société Dante Alighieri de Bastia et la Société Dante Alighieri de Paris. Je rappelle un petit détail. L'un des fondateurs, l'origine est plurielle, mais l'un des fondateurs, notamment de la Casa de Dante à Rome, était l'ancien ministre des Affaires étrangères italien, Sidney Sonnino, qui laissa toute sa fortune pour créer un lieu
d'échange. Et je le dis parce que c'était quelqu'un qui était originaire d'Alexandrie. Sa famille était une famille juive de la grande tradition des ambassadeurs de la culture italienne. Alexandrie, Salonique, Livourne, c'était vraiment l'épaule de cette présence, et fut le premier ministre italien à souhaiter et même à faire le nécessaire afin que les femmes puissent avoir le droit de vote. Donc, vous voyez que s'occuper de Dante, c'est toujours s'occuper du meilleur présent. Et donc, c'est à ce titre que je me permets de donner la parole à Michele Canonica, qui préside la Société Dante Alighieri de Paris, et de remercier Madame Raffalli qui a voulu nous joindre. J'ai des souvenirs magnifiques de votre société à Bastia. Au moment où Carlo Ossola, que je connais depuis très longtemps et qui est vraiment un cher ami pour moi, au moment où il m'a parlé de cette forme de célébration du 750e anniversaire de la naissance de Dante, j'ai eu un moment d'étonnement et en même temps, je dois dire que cette idée m'a vite enthousiasmé. Tout le monde sait que la Divine Comédie comporte des chapitres qui s'appellent justement chants. Là, je vous dis une banalité, pourtant c'est la pure vérité. Ce sont des chants. Donc, l'idée de chanter les différents chapitres de la Divine Comédie, aujourd'hui c'est le célèbre chant qui conclut le paradis, mais demain, rendez-vous demain matin à l'Institut culturel italien pour écouter des chants concernant l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc, le fait de consacrer des chants, de véritables chants à la Divine Comédie, interprétés par des grands professionnels du chant a cappella, c'est-à-dire sans instruments musicaux, comme c'est le cas du groupe Aricuccata, c'était une idée vraiment géniale qui m'a tout de suite enthousiasmé, concerné, et qui m'a poussé à mettre donc notre modeste organisation au service de ce projet. La Dante vient de célébrer son 82e congrès à Milan. La Dante, je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, est de loin la plus grande association culturelle italienne, avec plus de 500 comités dans tous les continents. Donc, à Milan, s'est tenu en présence du président de la République, Sergio Mattarella, le 82e congrès de la Dante, de ces réseaux assez grandioses qui couvrent plus de 80 pays. Tout le monde a souligné que, bien sûr, le nom de Dante ne doit pas représenter une limite, c'est-à-dire que la Dante ne s'occupe pas uniquement de littérature. Elle propose la culture italienne, la langue italienne d'abord, et la culture italienne dans le monde entier, et dans toute sa diversité, toute la culture italienne dans toute sa diversité. Mais il est certain que Dante fonctionne comme un aimant, donc c'est une référence qui est susceptible de passionner, d'attirer un public extrêmement variés. Il n'y a pas que les intellectuels. Nous avons dans nos manifestations très souvent des personnes qui s'approchent du message culturel italien justement parce qu'ils ont été contactés en dehors des réseaux traditionnels. Donc, cette année, il est logique que la Dante dans le monde entier célèbre le 750e anniversaire, mais en même temps, il est logique que ce soit la ville de Ravenne où se trouve la tombe de Dante qui soit
au centre de ces manifestations. Il va y avoir quasiment tous les jours, à partir de ce mois d'octobre jusqu'à la mi-décembre, des lectures à Ravenne dans plusieurs langues. Lecture de Dante dans plusieurs langues. Et il va y avoir une grande exposition des différents peintres qui ont illustré l'ouvrage de Dante. Là, je rappelle le nom de Doré, qui est très connu en France, mais il y en a d'autres appartenant à des cultures extrêmement différentes. Donc, je suis vraiment heureux de voir qu'on est arrivé à réaliser ce rendez-vous de prestige à Paris qui on peut idéalement situer à côté des centaines d'événements qui célèbrent cette année le 750e anniversaire de la naissance de Dante. Merci. Merci à Michele Canonica et je suis heureux que tu as rappelé Ravenna. Le paradis sans Ravenna ne pourrait pas exister. Et je m'étais posé la question sérieuse, et donc je présente au présent mes excuses, s'il fallait ou pas couper le chant du dernier moment de la Divine Comédie. Plusieurs raisons demanderaient de ne pas le faire. De ne pas le faire. Et je sais que nous avons là fait une infraction à la structure de la Divine Comédie. Je présente aussi mes excuses à nos interprètes. Mais en même temps, il est vrai qu'il y a une parole humaine qui demande maintenant d'être absorbée et peut-être même réincarnée par le chant que nous allons suivre pour la deuxième partie, difficile pour Dante, après comment, lui aussi, il était dans notre situation, comment reprendre une parole humaine après ce chant que Saint Bernard avait élevé à la Vierge. Il était très difficile, vous verrez comment il l'a fait. Il y aura une dernière pause après ce moment de structuration de la narration. Là, nous aurons la parole de Françoise Graziani, que je remercie très vivement, et surtout de François Berlinghi, qui va expliquer le travail que ce groupe magnifique est en train de faire. Et après, il y aura le chant final, la contemplation. Est-ce que le chant peut être une contemplation? Comment arriver à comprendre le mystère de la Trinité? Nous le verrons. Et je remercie infiniment les chanteurs de leur patience. Ils ont écouté nos mots pauvres, mais nous allons écouter leur chant. Merci beaucoup. Dio ti dà Dio, diletti e venerati, fissi nell'ora d'oro ne dimostrerò quanto i devoti preghi le son gradi in dell'eterno lume satisfado nel quale non si deve siccome io
non m'accennava e sorrideva, perché io guardassi d'uso, ma io era già per me stesso, tal quale voleva, che la mia vista benendo sincera e più entrava per l'oraggio dell'alta luce che da sé è vera. Da qui Innanzi il mio veder fumaggio, che parlar mostra che la vista cede, e cede a memoria a tanto oltraggio. quale Lui colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impresa rimane alla mente non riesce. Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancora mi distilla nel corridoio che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie si perdeva la senza di civiltà. Oh, somma luce che tanto di lei da concetti mortali alla mia mente ripresta un po' di guerre che pare e fa la lingua mia tanto possente c'una va Villa sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente
e per tornare al conto a mia memoria e per suonare un poco in questi versi più si concederà di tua vittoria. Io credo bella come io soffersi devi vorraggi chi sarei smarrito serio da lui você e mi ricordo come tu ardito per questa sostenere tanto che non si l'aspetto abbondante grazia ond'io presunsi ficallo viso bella luce eterna tanto che la vedo nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna. Sostanze accidente lor costume quasi gonflati insieme per tale modo che ciò che io dico è un La forma universale di questo modo credo che vivi perché più largo dicendo questo mi sento chi un punto solo nel maggior letargo che 25 secoli all'impresa che
Encore un grand merci pour ce deuxième volet qui nous porte en effet déjà à l'intérieur de l'atmosphère par laquelle cette vision de Dante terminera. Je cite la traduction de Lamennais. Nous voyons maintenant, relié en un volume par l'amour, tout ce qui se disperse dans l'univers. Et me semble-t-il que le chant a aussi cette fonction, a eu cette fonction de relier les différentes expériences et aussi la discontinuité de la prononciation de la parole dans sa valeur verbale qui retrouve unité et continuité dans le chant. Donc tout ce qui se disperse dans l'univers est réuni par le chant. Je n'avais pas dit dans la pause précédente que je me suis autorisé à ce type d'alternance par la structure même du banquet de Dante. Je me sens moins coupable maintenant puisque le texte du banquet pose une chanson au commencement de chacun des livres, mais cette chanson, après, a un long commentaire, plus long que nos paroles, fait pour expliquer la structure philosophique de cette chanson. Donc Dante autorise l'alternance de paroles poétiques chantées et de commentaires. Bien sûr, nous ne sommes pas Dante et donc notre commentaire n'est pas du même niveau. Cela dit, je suis heureux de donner la parole à Françoise Graziani, qui a été en réalité la vraie âme de cette réunion et de cette occasion. Elle a fait ses études à Paris, elle avait sa chaire à Paris, mais elle a quitté Paris pour revenir à Corté avec un signe de fidélité extraordinaire. Et je crois que c'est plutôt rare, mais ça montre bien que notre Méditerranée a encore une espèce de grand réservoir d'espérance pour l'humanité qui se croise dans ces jours même un peu aux frontières sans trouver un lieu de passage. Bien là, nous avons vu que tout cela est possible. Il faut simplement changer de paradigme et revenir à ces traditions dont Françoise Graziani est un témoin. Je te donne la parole. Elle nous expliquera pourquoi Dante est si présent en Corse. Merci. Je ne veux pas différer plus longtemps l'écoute du chant, mais je voudrais simplement remercier très chaleureusement Carl Oss de son initiative, remercier les chanteurs de Haricocad qui ont rendu possible cette expérience de chanter Dante. Je remercie le Collège de France de nous accueillir. Je joins mes remerciements en mon nom personnel à ceux qui ont été donnés au nom de toute la Corse et de l'université par Paul-Marie Romagni. Et donc, je voudrais vraiment exprimer quelque chose qui est pour moi vraiment quelque chose qui produit une grande émotion. C'est d'abord d'être en quelque sorte l'ambassadrice de cette réappropriation par la culture corse de ces racines culturelles italiennes dont Dante est vraiment, pour lesquelles Dante est vraiment au centre. Et aussi, je suis très émue de la présence de Marc Fumaroli, qui est un peu mon Virgile, même si je ne suis pas Dante, et qui est à l'origine de toutes ces expériences et qui continue à me suivre, et qui est aussi un des Corses de cette maison, peut-être le premier qui est entré dans cette maison, au moins dans les temps modernes. Et donc, merci à tous d'être là. Et je voudrais simplement dire que, bien sûr, à la fois par sa situation géographique et par son histoire,
la Corse est au centre des relations entre la France et l'Italie, que culturellement, la Corse a toujours et continue encore à être très proche de l'Italie par sa langue d'abord, mais aussi par la connaissance que le peuple corse continue à avoir de la littérature et de la poésie italienne. Et quand Giuseppe Ungaretti est venu à visiter la Corse en 1933, c'était l'époque où encore on pouvait rencontrer dans les montagnes corses des bergers qui étaient capables de réciter par cœur la Jérusalem délivrée et aussi Dante. Et depuis que nous avons commencé avec Carlo, et grâce à Carlo Ossola, cette expérience de faire chanter Dante sur le mode traditionnel des chants polyphoniques corses, je découvre par des témoignages qui me viennent un peu de tous les côtés que de nombreux bergers corses, jusqu'en 1986, le dernier témoignage est daté de 1986, beaucoup de bergers corses étaient capables de réciter le poème de Dante qu'ils connaissaient par cœur et qui leur avait été transmis par tradition orale. Ces bergers étaient et sont censés être illettrés, c'est en tout cas ce qu'on dit. Ils n'étaient pas tous illettrés, certains étaient capables de lire et avaient avec eux le poème de Dante sans cesse, tant ils gardaient leur troupeau. Et donc cette transmission se faisait dans les familles et se faisait aussi certainement par l'intermédiaire des couvents, des moines franciscains qui étaient un peu partout en Corse et qui étaient vraiment, ont joué un rôle très important d'éducation populaire et qui ont transmis cette culture savante en la maintenant vivante dans les traditions populaires. Et c'est cette relation entre tradition savante et populaire que nous essayons à l'Université de Corse d'analyser, de comprendre, et grâce à des expériences de mise en voie de ce qui en fait, c'est une réappropriation de ce qui existait et qu'aucun d'entre nous n'a entendu. Nous n'avons, ni moi, ni aucun des personnes de ma génération, n'avons entendu de berger chanter Dante, mais des témoignages nous ont été rapportés. Et donc, cette expérience qui a été faite par François Berlingue et qui vous expliquera lui-même comment il a travaillé, de chanter un chant entier, puis des extraits de la comédie sur les modes traditionnels, en fait, est une manière de réinventer une tradition qui a été vivante et qui était proprement une tradition corse. Alors, on ignore si en Italie, Dante était chanté. Dans la musique savante italienne, à la Renaissance en particulier, le poème de Dante n'a jamais été mis en musique. Une fois par Vincenzo Galilei, mais on a perdu la musique. On n'en a qu'une trace indirecte, un témoignage. Mais en tout cas, dans les traditions populaires, c'est resté vivant et ça a été transmis jusqu'au XXe siècle. Et donc, pourquoi chanter Dante ? C'est vraiment que si les bergers chantent, bien sûr, ils sélectionnaient certainement dans le poème ce qui pouvait correspondre à une expérience. Et donc, lorsque le premier chant qui a été mis en musique, qui a été enregistré en 1999 par un autre groupe polyphonique, de chanteurs polyphoniques corses, c'est un extrait du Purgatoire où Dante interpelle le lecteur pour lui dire, voilà, lecteur, toi qui, quand tu te promènes en montagne et que tu fais l'expérience de sortir des nuages et sortant de la brume alors qu'il fait déjà nuit, dans les bas rivages, tu gravis les sommets. Là, cette expérience-là te permet de comprendre ce que je suis en train de vivre en suivant Virgile. Et ce chant-là, cet extrait, a été transformé en chant de transhumance par les bergers et transmis comme un chant de transhumance. Et donc, il y a là quelque chose qui vraiment est porteur aussi d'un enseignement qui peut donner un exemple de conciliation, non seulement de conciliation entre les traditions savantes et populaires, mais aussi un modèle de société. Un modèle de société qui renvoie aux modèles pastoraux de la tradition du Moyen-Âge et de la Renaissance, dont Dante est un des vecteurs, mais qui n'est pas le seul, bien sûr. Et cette réappropriation peut nous aider à comprendre aussi la continuité culturelle qui a fait venir jusqu'à nous cette parole de Dante, à la gente futura, ce qui vient d'être chanté. Dante transmet au futur quelque chose qui est bien autre chose que du chant et de la poésie, mais qui est vraiment une forme de sociabilité
que nous attendons et que nous espérons tous. Donc je vous remercie. Et je laisse la parole à François Bernard. Bonsoir. Juste quelques mots, parce que je vais essayer de conserver le peu de voix qui me reste pour finir le chant, parce qu'il reste la partie la plus dure. Je vais quand même commencer par le début. Sans doute, pour vous, le nom du groupe, Arrigoucade, peut paraître un nom bizarre, sorti on ne sait d'où. On va commencer par ça. Arrigoucade signifie l'ornement vocal. Hein. Donc c'est le mélisme qui vient enjoliver la ligne mélodique. Donc voilà, le nom du groupe vient justement de tous ces ornements que l'on fait en chantant. Hein. Donc voilà pour le début, Arrigoucade. 2 mots sur la façon dont j'ai travaillé pour composer cette pièce. Je suis parti, comme le disait Françoise il y a quelques instants, là, de chants traditionnels existants, puisque chaque partie débute par une forme traditionnelle qui nous a été transmise et qui sont parvenues jusqu'à nous essentiellement grâce aux enregistrements de Félix Cuil dans les années 49, 50, jusqu'à 70 à peu près. Donc trois vers, comme le dit si bien Dante, 3 vers. Donc 3 vers différents, 2 de Rousse et 1 de Sermone, qui sont des villages de l'intérieur de la Corse, des villages de montagne, dans lesquels des villages où se sont conservées toutes les traditions chantées. Voilà, donc, et la suite du chant donc est une espèce de variation sur ce thème. Donc ce sont des créations, pour chaque strophe, il y a une création différente que j'ai voulu, ou du moins j'espère y être parvenu, à les garder dans le lien, dans cette espèce de fil tracé par la tradition. Comme disait Françoise tout à l'heure, Dante fait partie vraiment de la culture populaire. C'est un texte qui est arrivé jusqu'à nous encore il y a quelques décennies, donc une 30aine d'années, il était encore chanté. Hein. Mais ce qui est arrivé jusqu'à nous, et ça nous l'avons entendu, donc ce sont toutes les formes qui ont été inspirées de cette écriture-là, de la terza rime, que l'on appelle encore sur le tercet, ou qui sont des tercets en décasyllabique, avec une forme mélodique particulière qui a des choses communes d'une région à l'autre, mais en même temps des différences, ce qui fait ce qu'on appelle chez nous i versi, les différentes façons d'interpréter une pièce d'une région à l'autre. Donc ça, ce sont des choses qui sont arrivées jusqu'à nous et qu'on connaît bien. Donc ça, quelque part, se réapproprier Dante, et ça n'a pas été non plus, d'un point de vue d'un travail de recherche, quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'était vraiment presque dans le fil. C'est quelque chose qui s'est chanté, ou du moins transmis pendant près de 7 siècles, voire plus. Et on a voulu porter, nous aussi, notre pierre à l'édifice, essayer de continuer cette transmission en y apportant, comme vous disiez tout à l'heure, pour le Collège de France, à la fois la tradition et la modernité. Donc on est toujours dans cette espèce de travail constant comme ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une tradition, à part si ce n'est des choses qui sont vécues au moment où on les vit. Je veux dire, la tradition, c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. On n'est pas dans la recherche de l'authentique, des choses qui ont été faites il y a 200 ans et qu'on voudrait faire à l'identique. Non, on les fait en vivant au XXIe siècle, avec donc toutes nos influences, mais toujours en essayant de garder cette espèce de lien avec le chant traditionnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous présentez le groupe, sans doute. Jean-Luc Chicot, Jacques Philippe, Nicolas Sisson, notre voix de tierce, et Augustin Bacquery. Voilà. 2 mots sur le groupe aussi, parce que le groupe n'est pas véritablement un groupe professionnel dans le sens où il ne gagne pas sa vie en chantant, mais je pense que nous sommes quand même dans une démarche professionnelle, parce que c'est un travail régulier, de semaine en semaine, de répétition, d'élaboration, et donc on est dans une démarche professionnelle, mais nous ne sommes pas un groupe professionnel.
Voilà, je tenais à le dire parce que ce sont vraiment des chanteurs traditionnels, des vrais. Merci beaucoup. Così la mente mia tutta sospesa, mirava fissa, immobile attenta, e sempre di che volgersi da lei per altro aspetto. È impossibile che che il ben che del voler obieto, tutto s'accoglie in lei e fuori di quella, ed è vettivo gio che lì perfetto la più corta mia favela, pur a quel che io ricordo che d'un fante che bagna ancora la linea. Perché piove un semplice d'amiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tale sempre qual sera ma per la vista che sa valorare, in me guardando una sola parvenza, mutandomi io a me. E chiara sussistenza dell'alto lume parve di dregolore ed una
altro come i dairi. Pare a riflesso e il terzo pare a fuoco, che quinci e quindi guardante si spiri. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto, e questo è quel che vi, e tanto che non basta a dicere poco. O luce eterna che sola in te sì, sola intendi ed a te intellera, e intendente te, a mie quella circolazione che si conceda pare in te come lume riflesso dagli occhi miei, al quanto dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio geometra che tutto osa figge, per misurarlo cerchio e non li trova, passando quel principio onde tale era io e quella vista nuova veder voleva come si conviene l'imago al cerchio e come vi si indova.
dall'alta fantasia qui manco posa. Magia Volgeva il mio disio e lei si come luna ugualmente mossa. l'amor che muove Il sole e altre stelle. Il est difficile de prononcer des mots. Après cette interprétation, d'abord, il faut prononcer les noms des interprètes. Je le dis encore une fois, Augustin Baccarelli, Jean-Luc Ciccoli, Jacques Philippi, Nicolas Sisson et François Berlinghi. J'ajoute que c'était pour eux vraiment une performance difficile. Ils viennent de très loin et chacun a son métier. Ce n'est pas des professionnels. Et donc, ils ont dû quitter pour un jour, pour 2 jours, leur métier, leur travail. Et c'est pour cela que je trouve que leur témoignage montre bien que la poésie va au-delà de toutes les contraintes. Ils ont pris beaucoup de contraintes et ils en auront d'autres pour rentrer, mais ce geste de fidélité à la poésie me semble peut-être l'essentiel de ce qui nous réunit. J'ajouterais qu'ils n'ont pas, ils auraient pu dire, voilà, on sera aujourd'hui au Collège de France, et je remercie très vivement cette belle maison qui permet ces gestes de liberté. Si je n'étais pas ici, je n'aurais pas pu, même pas penser à organiser ce type d'interprétation. Donc, je remercie très vivement mes administrateurs et Mme Thérèse Rio, qui, grâce à la Fondation Hugo, nous a permis de nous réunir ici. Mais demain, juste à 2 heures avant leur départ, il prend encore un autre défi, c'est-à-dire faire ce chant face aux jeunes lycéens du lycée Leonardo da Vinci de Paris. Eh bien, là, c'est un geste encore plus important, me semble-t-il. Nous étions ici préparés, bien sûr, en tout cas à voir la voix de Dante. Mais dans le moment, et on le lit tous les jours, on se plaint du fait que les classiques ne sont plus lus, eh bien, il faut dire simplement, les classiques, il faut les écouter, il faut les lire, il faut les savourer, et merci à ceux qui savent faire cela. Je suis sûr que demain, les garçons qui seront là pourront comprendre que ce siècle a aussi besoin de poésie que les siècles précédents. Et enfin, permettez-moi d'ajouter un mot tout spécial de reconnaissance à ceux qui sont venus, à toute cette belle communauté. Je sais qu'aujourd'hui était un jour peu favorable, la pluie nous persécutait, les activités du collège commencent à peine, il y aura le colloque de rentrée auquel vous êtes tous conviés, mais
ce signe de fidélité autour de la poésie est vraiment un grand don que vous nous faites. Et je tiens à souligner aussi le fait que Françoise Graziani a déjà rappelé que pour un certain nombre d'entre nous, la Corse est vraiment non seulement un refuge, c'est aussi un lieu de pensée, d'utopie, de Dante à Pasquale Paoli, à Rousseau. Comment oublier que ce centre exact de la Méditerranée est aussi un centre profond de notre unité. Je pense que Dante, en allant en exil, puisqu'il nomme Gorgona, voyait certainement les montagnes de Corse et se dessiner là à l'horizon. Et il avait peut-être dans son idée un regard tout spécial avant même d'aller à Paris, de venir à Paris. Je ne veux pas prolonger cette soirée, sauf pour remercier encore très vivement ces chanteurs qui sont devenus vraiment des amis qui nous témoignent la gratuité du bon. C'est tout ce que je peux dire pour les remercier très vivement. Et donc, continuons avec Dante. Demain, à l'Institut culturel italien, rue de Grenelle, le rendez-vous est à 11h et nous aurons en plus le privilège de pouvoir contempler encore une liaison France-Italie parce qu'il y aura l'ouverture de l'exposition du plus ancien imprimeur à la main italien qui a su, Enrico Tallone, qui est là présent, et qui a su hériter des caractères d'Arentière et porter en Italie toute la sagesse et l'art de l'imprimerie française. Il continue, peut-être le seul encore, et il fait des livres magnifiques. L'exposition demain sera liée au livre central dans l'identité italienne, mais aussi mondiale de Pinocchio. Donc vous verrez des caractères, des encres, des pages magnifiques. Eh bien, je vous remercie encore, chers amis. Je remercie tous. À très bientôt. Alors, les interprètes nous donnent encore un supplément de danse. Oh, luce eterna che sola in te sì, sola intendi ed a te intelleta e intendente circolazione che si conceda parre in te come lume riflesso dagli occhi miei al quanto dentro da sé del suo colore stesso mi pare vinta della nostra effigie perché il mio viso
promettra che tutto cosa figge, per misurarlo cerchio e non li trova, passando quel principio, onde e quella vista no, vedere voleva come si conviene, l'imaga le cerchio e come vi si fantasia qui manco posa, ma già volgeva il mio disio e ven, si come roda chi guarda l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Merci beaucoup. Merci. Allez,